du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Café et Néné. Je suis super heureuse de vous retrouver après 6 mois d'absence quasiment. Je suis désolée pour tout ce moment sans avoir posté, mais Café et Néné, ça reste un projet indépendant que je mène en plus de mon travail de directrice artistique. Et donc parfois, c'est un peu compliqué de pouvoir avancer dessus. C'est surtout que, évidemment, le Covid m'a beaucoup freinée. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. Je tiens à préciser que, effectivement, pour soutenir ce podcast qui bientôt évoluera et accueillera 2 nouvelles personnes, c'est vraiment hyper encourageant et récompensant d'avoir un retour, soit à travers vous qui en parlez à des proches en envoyant un épisode ou en parlant tout simplement, ou bien en laissant un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Cet épisode a été tourné en septembre 2020. J'ai mis beaucoup de temps à le monter, tout simplement parce que c'est un sujet sensible, c'est l'un des sujets les plus sensibles pour le moment en termes d'épisodes, et j'avais très peur de ce que j'avais pu pouvoir dire durant l'entretien avec Clémentine. Et en le montant, je me rends bien compte qu'il y a un certain nombre de formules ou de propos que je tiens qui sont très maladroits. Je vous prie donc de m'excuser si jamais je peux avoir des propos un peu bancals, d'essayer de pas forcément m'en tenir rigueur. J'ai vraiment voulu garder l'intégralité de cet échange parce que je pense qu'il est intéressant et que de toute façon c'est une réflexion où on avance à son rythme. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui je reçois Clémentine, plus connue sous le nom de Mikanké, pour parler de la culture du viol. Terme qui tend à se démocratiser péniblement dans un milieu extérieur au féminisme ou mal compris en général. La culture du viol n'est pas la célébration du viol, mais, selon le grand maître Wikipédia, un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagés au sein d'une société donnée qui minimiserait, normaliserait, voire encouragerait le viol. En d'autres termes, dans une société, on partage des idées, des croyances, etc. Et la culture du viol se manifeste lorsque les hommes se considèrent comme détenteurs, comme propriétaires du corps féminin dont la femme n'est plus maîtresse. La société semble encourager des attitudes et des pratiques qui justifieraient et normaliseraient le viol. Bienvenue sur le podcast, Clémentine. Bienvenue. Est-ce que tu as le droit de dire bienvenue à un podcast qui n'est pas le tien ? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. J'étais pas prête. Ah, c'est ça. Bienvenue à moi-même. Oui, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots de la manière dont tu le souhaites ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes passions, sur ce que tu aimes faire dans la vie ? Alors, je m'appelle Clémentine, du coup tu l'as dit, oui. Et je suis illustratrice. Mm-hmm. J'officie principalement sur Instagram, du coup sous le nom de Mikanké. Et en fait, j'ai fait un mémoire sur, donc à côté de mon métier d'illustratrice, oui. J'étais jusqu'alors étudiante et en littérature, Mm-hmm. plus précisément en littérature médiévale. L'année passée, j'avais fait un mémoire sur la représentation de la tristesse dans l'œuvre de Chrétien III, donc j'avais déjà un peu touché à l'étude du genre. Et cette année, en fait, j'avais vraiment envie de faire un sujet qui touchait presque à l'actualité, alors même que j'étudiais la littérature médiévale. Et du coup, j'ai travaillé sur la représentation de la sexualité féminine dans un genre littéraire qui s'appelle les fabliaux, qui sont des sortes de petits contes à rire. Je mets des guillemets, on les voit pas, mais je les mets. Parce que, évidemment, il faut questionner le rire dans des textes où le corps de la femme n'est pas respecté pour une lectrice contemporaine, pour une lectrice de notre époque plutôt. Oui. Et du coup, c'était ça en fait la question. C'était étudier ces textes avec un regard de lectrice du 21e siècle, féministe. Et donc voilà, et c'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Oui, c'est exactement pour ça. C'est que Clémentine prend souvent la parole, on va dire, sur le féminisme à travers tes illustrations. Et tu avais publié à un moment, c'était une planche, je pense que c'était exactement sur la culture du viol. Et je m'étais dit, je pense que c'est ça. En fait, je sais plus si tu m'avais contacté suite à ça ou suite à une story où j'avais parlé très précisément. Non, c'était peut-être une story. Alors. C'était une story où j'avais parlé j'avais montré des tableaux. C'était pas plutôt par rapport Non, c'est sûr. Ah non, ça c'était après. C'était un post que tu as fait sur la culture du viol qui utilisait ce mot
Or, dans les illustrations, c'est pas les mots les plus employés. Enfin, dans, on va dire, toutes les prises de parole féministes, en termes d'illustration, la culture du viol, bah, ça va être abordé, mais pas plus que ça. Et je m'étais dit, ça y est, j'ai trouvé la personne. Je sais à qui je peux demander pour parler de ça. Et peu de temps après, t'avais exprimé le fait que tu travaillais justement sur les fabliaux et du coup, je m'étais dit, bah, c'est trop bien parce que t'as le comparatif à travers toutes les années. Et puis, petite anecdote, j'ai aussi étudié la littérature médiévale durant mes études de lettres. Et du coup, c'est aussi vrai pour ça. Ouais, bah, il y avait littérature médiévale en lettres modernes. C'est vrai, non, mais je savais pas. Je me souviens qu'on en avait parlé rapidement. Oui, mais du coup, Chrétien de Troyes, la chanson de Roland, tout ça. C'était très intéressant. Mais du coup, à part si t'es hyper expert, tu peux pas forcément en parler. Du coup, je m'étais dit, c'est trop bien. Enfin, c'est hyper précis, c'est hyper de niche, cette thématique de mémoire. Mais du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Bah, j'ai la chance d'avoir été dans une université où on va sortir un tout petit peu du sujet du coup de la culture du viol avant d'y rentrer. Mais je parle juste du coup de... J'ai la chance d'avoir été à Paris Diderot. Qui est justement une université... c'est Paris 7, c'est Paris ça 7, voilà, c'est ça, dans le 13e arrondissement. Et qui est vachement dans l'interdisciplinaire. Et la plupart des professeurs sont souvent des femmes, déjà, et assez ouvertes sur l'idée, sur des sujets de mémoire assez audacieux. Et je suis pas sûre que si j'avais été à la Sorbonne, j'aurais pu faire un mémoire qui prenait à bras-le-corps un sujet... très ancien quand même, qui a plus de 1000 ans d'ancienneté, et puis le réactualiser quand même avec l'actualité et avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Donc j'ai eu de la chance vis-à-vis de ça, et je pense que je n'aurais pas pu me permettre ce genre de choses si j'avais pas été là-bas. Ouais, je pense que c'est hyper précis, et en plus de ça, c'est un peu un sujet, j'aime pas trop le mot problématique, mais c'est très actuel, et c'est quand même assez... C'est plus ou moins quand même politique par rapport au corps de la femme. Et du coup, je pense que c'est pas tous les profs qui t'auraient dit « Ok !» Fais donc clair, ce sujet. C'est sûr. Et donc pour revenir au sujet, comment est-ce que t'en es venu à t'intéresser à la notion, ou du moins au concept de la culture du viol? Si tu devais la définir par tes propres mots ou tes expériences, ce serait quoi? Ça va être compliqué de parler avec mes propres mots parce que je suis forcément très pétrie par... un travail ultra universitaire et du coup la définition que tu as donnée, c'est également celle qui a été un peu celle que j'ai utilisée, pas précisément parce que j'ai pas sourcé Wikipédia, mais chacun ses sources. C'est globalement la définition qu'on donne. Normalement, c'était dans les années le mot culture du viol, c'est une traduction française, mais à la base c'est rape culture, pardon. Ça a été théorisé dans les années 1970, donc à un moment où il y a une libération quand même de la femme. Cette libération, il y a sûrement beaucoup de points qui font que la femme se libère. Il y a beaucoup d'aspects qui permettent ça, mais un des grands aspects, c'est le fait que les femmes peuvent enfin travailler et ne sont plus du coup sous le joug de l'autorité masculine qui est leur mari. Et parce qu'elles peuvent travailler, elles sont plus dans l'obligation de rester peut-être dans la sphère maritale, et elles peuvent... Il y a une sorte d'émancipation en fait. Et l'émancipation financière permet une émancipation sociale et celle également de son corps. Donc c'est beaucoup de choses qui ont permis ça, mais en ce moment je suis en train de regarder Mad Men et ça se passe dans les années, au début des années 60. Et en fait, on voit un peu progressivement cette évolution avec de plus en plus de femmes qui vont commencer à divorcer et qui vont commencer à se débrouiller seules. Et du coup, c'est un peu ça qui a permis, je pense, l'émergence de beaucoup de mouvements féministes et également l'émergence de cette notion, du coup, de rape culture. Je crois que c'était des mouvements féministes new-yorkais assez radicaux qui ont commencé progressivement à parler de ça en fait. Du coup, l'idée que la société, c'est pas encourage parce que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas banalise le viol et ferme peut-être les yeux. Je vais mettre des guillemets parce qu'évidemment on peut pas se permettre de parler de manière catégorique, mais en tout cas sont très indulgents à l'égard des agresseurs
et très critique face aux déclarations des femmes. Et je pense qu'on en a l'illustration assez parfaite quand même ces derniers temps, hein, avec beaucoup d'affaires qui ont éclaté dans le milieu du rap français, mais pas que. Là, ça fait mal, quoi, tout ce qui sort. Enfin, ça fait un peu peur, quand même. Ça fait peur parce que ça sort enfin. C'est des choses qui existaient déjà avant, j'ai pas envie de dire qui ont toujours existé parce que c'est un peu des formulations un peu toutes faites moches. Mais en fait, moi, ce qui m'intrigue, mais du coup, on digresse vraiment, du coup, je vais revenir sur le sujet juste après, mais c'est de voir à quel point il y a des choses donc, qui sont dites. Et c'est la réception, moi, de l'information qui me fait super peur, notamment avec ce qui s'est passé avec Angèle et son frère, donc Roméo Elvis, de voir... Peut-être que tu peux recontextualiser, parce que je sais pas dans combien de temps les gens vont écouter ça. Ok, en gros, il y a eu une première... je vais dire, houlée, ça se dit, ça ? Il y a eu une première vague un peu de dénonciation par rapport au rappeur Moa Lasquale. Alors déjà, ça vient de Balance Ton, qui était, c'est le mouvement de balancer, donc c'est-à-dire de dénoncer et de dire enfin la vérité, qui est donc rattaché bien avant ça avec Balance ton port, tout simplement. Exactement. Notamment plus dans le milieu professionnel. Quand je dis professionnel, c'est du travail plus global. Et puis il y a eu Balance ton youtubeur, et là il y a Balance ton rappeur, donc l'artiste. Et donc vas-y, commence. Du coup il y a eu Moa Lasquale. Du coup, c'est ça, je crois qu'il y a eu... C'est le premier. C'est le premier. Alors, je crois que ça touchait pas directement le viol, mais c'était des agressions physiques. Et séquestration. Séquestration, torture, donc des choses quand même extrêmement graves et intolérables. Et apparemment, ça dure depuis un moment. Et il y avait quand même une loi du silence assez importante sur cette affaire, où les femmes n'osaient pas parler de ça. Et ça a éclaté très récemment. Du coup, je pense qu'il y avait peut-être une semaine. Une semaine ou deux, je sais plus. Oui, il y a vraiment pas longtemps. Et en fait, du coup, une vague de femmes ont commencé à témoigner aussi à ce sujet. Et je crois que juste après, vraiment dans la foulée, il y a eu une femme qui a... Je me souviens pas de son nom précisément parce que j'ai pas... je crois que son identité est... Elle n'a pas été floutée ? Oui, justement, c'est ça. Ouais, elle a été préservée. Mais du coup, elle a parlé d'une agression physique, une agression sexuelle, de la part du rappeur Roméo Elvis. Et en fait, suite à ça, une chose typique qui se passe quand même quand une femme dénonce un viol, c'est qu'on va déjà lui dire qu'elle ment. Mais là, il y a eu une chose presque encore pire. Non, c'est pas vraiment... C'est pas pire, c'est autre chose qui est... C'est ça, en fait, c'est pas qui passe pas non plus. C'est pas pire du tout, mais c'est l'idée de se dire qu'on va aller attaquer sa sœur qui est ouvertement féministe pour un peu... Genre, il y avait une sorte de satisfaction de la part des hommes très misogynes d'attaquer Angèle qui est ouvertement engagée. Elle est complètement engagée, même dans sa musique. Et du coup, ils lui ont fichu plein... Exactement. Donc, il y avait beaucoup de... Je crois qu'ils l'ont assailli de tous côtés sur les réseaux sociaux. Et je crois que Roméo Elvis a tardé. Moi, j'ai regardé un peu ça de loin parce que j'avais comme on en parlait juste avant d'enregistrer, mais tu vois, il y a un truc de fatigue dans le militantisme de temps en temps, et des fois, il faut aussi se préserver. Et j'ai regardé après coup. Sur le coup, j'ai pas regardé, mais j'ai attendu que la vague passe un petit peu pour regarder plus précisément ce qui s'était passé. Mais les messages sur Twitter, Instagram et tout sont d'une violence de la part des hommes. C'est fou. Et c'est extrêmement fatigant de la part quand on est femme et féministe et tout ça. Enfin, c'est très compliqué, je trouve, des fois de se placer, de regarder ça en fait, d'être spectatrice. Et on sait qu'en plus, quand on va répondre, on va se prendre une vague aussi de commentaires haineux, donc c'est très très dur, totalement puéril. Enfin, c'est même pas de l'idée de puéril, parce que puéril, ça voudrait presque dire qu'il y a une sorte de pas de gentillesse, mais d'enfants. Mais c'est pas des enfants en fait, c'est pas du tout, c'est des adultes. C'est des grands garçons. Des grands garçons. C'est des adultes, mais mentalité pas forcément élevée. Du coup, revenons au sujet, parce qu'en fait, on a tellement de choses à dire sur le féminisme qui, donc, quand même, principalement... la culture du viol est quand même principalement ancrée dans le féminisme. C'est-à-dire que si tu es féministe,
tu es contre cette culture. Donc voilà, c'est peut-être plus simple dans ce sens-là. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un terme qui est mal compris, ou alors pas mal compris, mais genre parfois même peu connu. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'en parler autour de moi, et genre les personnes sont genre perplexes et limite se disent mais qu'est-ce que je raconte? Et du moins par le fait qu'on associe souvent le mot culture à un concept positif, ou parce que, je sais pas, culture, genre tu peux penser à la récolte ou autre. Donc ça peut être vachement déroutant pour les personnes qui l'entendent la première fois. Moi, je trouve ça fou du coup qu'on le connaisse si peu, alors que je pense que j'ai l'impression que c'est un concept genre inhérent à notre société, genre vraiment. Je sais que tu trépignes d'envie de dire ton avis, mais donc c'est un terme vachement ancré dans notre société et pourtant, qui a été théorisé bien avant notre naissance. Je sais pas, je trouve qu'il reste si mal et si peu compris ou su. T'en penses quoi, toi, par rapport à ça? On en avait un petit peu parlé au préalable. C'est pour ça que tu me regardes du coin de l'œil en mode mais c'est parce que ton avis. C'est parce que je bois tes paroles. Non, mais c'est plutôt l'idée de... Enfin, je pense que, tu vois, dans le milieu universitaire et tout, c'est un terme déjà beaucoup utilisé. Et moi, j'ai suivi des cours d'études du genre également, parce que, du coup, comme je te disais, dans ma fac, il y a vachement cette interdisciplinarité. Qui est vraiment la force et ce que brandit haut et fort l'université. Donc j'avais déjà suivi un peu des cours sur la théorie du genre et sur... Enfin, pas du tout la théorie du genre, mais en tout cas sur l'étude du genre, pardon. Ouais. Et du coup, ce terme était déjà revenu à nombreuses reprises et je pense que le fait aussi de lire beaucoup de choses, d'écouter beaucoup de podcasts également. Ça fait très méta. Ouais, grave. Mais je pense que du coup, c'est un terme que j'ai presque l'impression d'avoir toujours connu, en fait. Ouais. Mais comme tu dis, il y a un côté de... Il fallait le dire pour savoir qu'il est là, mais en fait, on le savait, je pense qu'en tant que femme, à partir du moment où tu commences à avoir un peu de poitrine et que tu te balades dans la rue, passer 19h l'hiver, et que tu te sens vide comme un bout de viande... je pense que tu savais juste pas comment le nommer, mais il était là, tu vois. Ouais, c'est exactement. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement acquis. Ouais. Que mais du coup, qui ne le veut pas le comprendre, ce mot, tu vois? Est-ce que c'est parce que les femmes, en fait, quand on le parle, elles l'adoptent très rapidement, en fait, le terme. Oui, mais j'ai pas envie de jeter la pierre ou de faire des généralités. C'est sûr que j'en parle à la fois avec des personnes de genre féminin et de genre masculin, mais genre c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait très vite je t'accuse quand tu sors le terme la culture du viol à un garçon ou à un homme en face de toi. Il a tendance un peu genre à être moins au courant ou être en mode quoi, genre culture du viol, genre vraiment, j'ai l'impression qu'il bug, mais en fait c'est juste je te dis, moi j'ai l'impression que c'est vraiment genre la clarté du choix du mot, quoi, qui les fait bugger. Mais en vrai, si tu leur dis comportement inapproprié d'un individu de sexe masculin sur une autre personne, en particulier, plus précisément sur une femme, ils sont en mode oui, c'est vrai que ça arrive tous les jours, tu vois. Oui, exactement. Mais pour l'idée de culture, quand tu parlais justement des racines, tu vois. En fait, la culture, elle est globale, tu vois. La culture, c'est tellement grand et c'est pour ça que c'est montré en fait que l'ampleur de cette banalisation de cette agression sexuelle, en fait, elle est ancrée si profondément. En fait, il faut un terme qui généralise, qui montre l'ampleur en fait du phénomène. Et je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'autres termes appropriés, et finalement c'est peut-être parce que les gens connaissent pas la définition de la culture, tu vois. C'est vrai, comme tu disais, c'est peut-être hyper c'est connoté positivement parce que tu te dis oh, la culture c'est lire des livres, regarder des films, aller au cinéma ou aller au musée, quoi. Et c'est vrai que je comprends tout à fait que ça soit pas un terme qui peut être aussi bien associé, enfin qui s'associe au viol aussi facilement que le cinéma ou le musée, quoi. En fait, moi, j'ai l'impression que, du coup, on a eu un peu le même parcours, même si aujourd'hui, on fait pas quasiment la même chose. Enfin, j'ai fait des lettres modernes, c'est ce que tu as fait aussi. Même si on s'est pas spécialisé dans le même domaine, je suis partie du côté de l'édition, moi, à la fin. Et donc,
Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que tout ton cercle d'amis qui a bénéficié d'études supérieures, voire quand même dans un certain domaine, lettres ou autre, vont être peut-être plus éveillés par rapport à ça, tandis que moi, je te dis, c'est plutôt le cercle de la sphère, je veux dire intime, mais c'est pas intime, c'est genre les gens à qui j'ai pas fait mes études ou autre, tu vois, genre... Mais t'as tout à fait raison, oui. Et en fait, eux, ils comprennent vachement moins, tandis que, vu que oui, bah, j'ai aussi eu des cours sur le genre, du coup, t'es obligé de passer par là, donc en fait, tu l'apprends hyper vite, et donc c'est facile à retenir, et pour les autres, j'ai l'impression que c'est plus dur. Mais en vrai, comme tu dis, genre c'est acquis par tout le monde, et on aurait même toutes les deux, je pense, des histoires à raconter à ce sujet, enfin sur des comportements douteux de certains hommes. Enfin, je dis des hommes, mais il y a évidemment des femmes qui ont aussi un comportement nocif. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Clémentine elle raconte pas mal d'anecdotes, je me marre toute seule, désolée. Pas mal d'anecdotes ou d'histoires sur sa vie et sur son compte. Du coup, Mikanké sur Instagram, ça s'écrit Mikankey, mon compte double. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas d'histoire à raconter à ce sujet. Et là, ma question, c'est comment aujourd'hui on éduque différemment les jeunes filles, les jeunes garçons et autres identités, je l'ai écrit, donc ça veut dire que j'ai pensé, je suis intelligente, et les autres identités à sortir de ce carcan de la culture du viol. Je pense que c'est fou parce que finalement le sujet est tellement actuel et genre, on est obligé de parler de l'actualité quand on parle de ce sujet, et on se rend compte que ce qui permettait justement jusqu'alors comment on appelle ça déjà ? Prise de parole ? Non, c'est pas tant ça, mais c'est plutôt l'idée de triomphe de cette culture du viol. Ouais. C'est parce qu'il y avait une loi de la parole, il y avait sur les femmes, en fait, les femmes n'avaient pas cet espace pour parler, on n'écoutait pas vraiment leur prise de parole également. Et il y avait une loi du silence très très prégnante, je pense, du côté des femmes. Et je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est que MeToo a sûrement ouvert un peu la porte, un peu la boîte de Pandore, c'est sûr, pour les hommes, parce que nous on est plutôt du côté, enfin c'est un soulagement peut-être de notre part, mais je sais avoir eu pas mal de discussions avec des femmes plus âgées comme ma mère, et je sais que ça a changé des choses de manière radicale, elle aussi, et elle s'est radicalisée. C'est vrai. Ouais, elle est encore plus féministe qu'elle ne l'était aujourd'hui, parce que je pense que savoir que d'autres femmes ont été dans la même situation, ça fait beaucoup de choses. Donc je pense qu'en fait, le fait que les femmes se taisent pendant aussi longtemps a permis en fait, enfin c'est pas les femmes qui sont fautives évidemment, le fait de se taire, c'est parce que dans l'éducation, et là je peux faire un parallèle avec mon mémoire, mais on voit que j'ai étudié un peu du coup des traités d'enseignement écrits par des hommes à propos de l'éducation des femmes, des jeunes filles ou des jeunes hommes, et on éduque très vite les garçons à parler, à s'exprimer, et globalement on éduque les femmes et les jeunes filles dans l'idée de être obéissante, se taire, sourire, être belle, parce que finalement on leur demande pas d'être intelligente. Pendant très longtemps, leur seule fonction, alors il y a des exceptions évidemment et heureusement, mais globalement la fonction de la femme c'est uniquement celle d'être une mère en fait, et pour perpétrer la lignée des mâles. On dirait une portée de chiot quand tu dis ça. Non mais tu vois, il y avait cette idée vraiment ultra archaïque de se dire bah voilà, la femme elle a ce rôle principal en fait, et l'homme, du coup c'est pour ça aussi que globalement les femmes sont exclues de l'espace public pendant très longtemps, alors que c'est la place où les hommes sont globalement. Et je pense que du coup là ces derniers temps les femmes reprennent un peu la place dans l'espace public, et pour faire du coup comment changer les choses, bah c'est peut-être ouvrir notre bouche ou en tout cas même tu vois les jeunes filles là refusent aujourd'hui qu'on leur demande de s'habiller autrement que... en tout cas, elles réclament le fait de pouvoir s'habiller comme elles veulent, en fait. Et
Et je pense que tu vois, ça change pas mal de choses parce que peut-être qu'on commence progressivement à les écouter. Alors pas tous, hein. Je vais pas du tout donner de nom Jean Blanquer, non. Mais Oh, tu fais glisser les mots. Oh, mais je n'ai rien dit. mais enfin qui dit que Ceci y ne a pas sera vraiment pas de coupé au problème. montage. Il n'y a pas vraiment de problème, il suffit juste de s'habiller normalement. Mais qu'est-ce que la normalité pour les hommes? C'est un pantalon jusqu'aux chevilles et un col roulé, tu vois, je sais pas. Enfin, c'est un peu. Je pense qu'on a eu pas mal, quand on était adolescente, quand on était au collège, on a sûrement été victime. Alors moi, j'ai eu la chance de pas l'être, mais ma petite sœur, parce qu'elle mettait un haut qui avait des trous et tout, elle se faisait mal regarder par le CPE, par certains de ses profs, qui remettaient en question. Je pense qu'il y avait un parallèle qui se fait dans la tête des hommes, c'est à partir du moment où tu t'habilles court, avec des décolletés, t'es de petites vertus, et du coup, par conséquence, t'as rien dans le cerveau. Et je pense que c'est ce parallèle qui doit se faire dans leur esprit, qui est genre... Enfin, ça veut dire quoi ? À partir du moment où tu t'habilles avec des vêtements qui te font plaisir et du coup qui sont peut-être courts ou avec un décolleté, ça voudrait dire que y a rien dans ton cerveau, c'est totalement débile. Enfin, j'essaye juste de comprendre à quel point ça peut les déranger et je me demande si c'est pas ce parallèle. Enfin, pourquoi on réclame aux jeunes filles de s'habiller comment... Enfin, l'idée d'ailleurs de tenue provocante, et qu'est-ce que ça veut dire en fait, provoquer ? Ouais. Ça veut rien dire. Et ça voudrait forcément dire que leur habit, le choix de leurs vêtements a juste pour but d'éloigner les garçons des études. Ça veut rien dire en fait. Les femmes s'habillent pour elles et s'habillent pas pour les garçons en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut éduquer aux garçons, se dire que quand une femme se maquille, quand une femme s'apprête, quand une femme se fait jolie, c'est pas pour plaire aux garçons, c'est pour se plaire à elle-même. Bien sûr. Et c'est pour faire ce qu'elle veut en fait. Et c'est peut-être ça justement l'éducation des jeunes enfants, et j'ai l'impression que tous les réseaux sociaux sont assez positifs dans cet esprit, c'est qu'en fait les femmes peuvent parler entre elles et peut-être aussi éduquer les garçons, et c'est horrible parce qu'on a toujours ce rôle, c'est fatigant, mais peut-être juste en parler, ça peut peut-être permettre aux garçons de se demander « Ah tiens, en effet, ça peut peut-être être intéressant que je fasse des recherches moi-même. » J'espère qu'ils se disent ça. J'espère aussi. C'est vrai que tu faisais référence du coup à la journée du lundi 14 septembre, si je dis pas de bêtises, qui était du coup une journée où les jeunes filles étaient... je veux dire incitées, mais j'ai pas un autre verbe, mais du coup à s'habiller comme ça leur faisait plaisir. Et donc, évidemment, ce que tu disais, donc court, ou des trous, ou des couleurs flashy, ou autres, ça plaît pas à tout le monde, et donc il y a un bon nombre qui se sont fait recaler, qui n'avaient pas le droit d'aller en cours. Et l'autre coup, je regardais un truc et je trouvais ça hyper intéressant. Je regardais une vidéo de Ici Japon, du coup, qui est tenue par Tev, c'est une chaîne YouTube, et il disait qu'au Japon, un des trucs qui était bien, mais qui était pas forcément bien, c'était l'uniforme japonais. Que tu portes, genre pas, si je dis pas de bêtises, en études supérieures, mais que tu portes quand même, genre, de la maternelle à la maternelle. Non, justement, ça commence de la primaire au collège. Genre, c'est hyper long. Et il disait, ce qui est fou, c'est que genre les Japonaises, t'as l'impression que leurs jupes, elles sont genre vraiment hyper courtes, justement comme dans les mangas ou autres et tout. Et il montrait des photos et genre la jupe était hyper courte. Et genre, je ne sais pas, je n'habite pas là-bas, mais il me semble que en termes de respect, du moins des lieux publics, eux, ils sont plus forts que nous, Français, mais que aussi respect en termes de nombre de viols, si je dis pas de bêtises, le taux est quand même vachement plus inférieur là-bas. Nous n'en savons rien, nous vérifierons dans les commentaires. Pour apporter quelques précisions sur les propos que je viens de tenir, effectivement, le nombre de viols au Japon est inférieur à celui en France, mais il s'agit tout simplement du nombre de plaintes portées, puisque 95% des viols ne sont tout simplement pas signalés. Mais il y a ce truc de c'est l'uniforme, tout le monde est comme ça et ça va. J'ai l'impression que autant cet uniforme peut être hyper sexualisé, autant j'ai l'impression que c'est plus admis et qu'ils y voient moins une invitation. Alors peut-être que je me trompe, mais je me dis qu'aujourd'hui en France, si on avait un uniforme japonais, je parle donc d'une jupe courte pour les filles,
et ben ça serait le bordel quoi. Enfin, vu que déjà une jupe longue, les personnes ont du mal à pas siffler ou autre, ou des trucs comme ça. Alors je me dis, une jupe courte, genre en France, je sais pas, genre j'ai essayé de faire une transposition de la vision que j'avais de ces lycéennes, et je me suis dit, mais genre ça en France, ça peut pas exister à part pour Paris Manga, tu vois. En fait, c'est toujours dur de transposer C'est dur, nos c'est trucs. pas la même culture ni quoi que ce soit. Après, au Japon, il y a pas... Enfin, il y a moins... Le taux de viol est moins important, mais ça veut aussi... Enfin, c'est aussi... est-ce que les gens vont porter plainte s'il y a des viols? Est-ce qu'il n'y a pas une loi du silence plus importante sur les femmes au Japon? Ça, je sais rien, et puis je ne peux pas me permettre de donner mon avis à ce sujet. Par contre, il y a aussi des choses... par exemple, les téléphones. Quand on prend des photos, il y a toujours un bruit. Parce qu'en fait, il y a trop de personnes qui prenaient des photos sous les jupes des filles. Ouais. Donc, ça, tu vois, c'est tout un art. Ouais. Enfin, c'est tout un art, c'est tout un délire qu'ils ont aussi. Oui, en fait. Du coup, c'est vrai, c'est très maladroit ce que je viens de faire. Je trouvais ça drôle, mais. Non, mais dans un sens, t'as raison, parce que tu vois, genre, en effet, il y a toujours. Le corps est différent dans. En tout cas, l'objectivation. Le fait de rendre quelque chose. Le fait de rendre. Le fait de rendre. De faire de la femme un objet, c'est pas partout pareil, c'est pas toutes les mêmes échelles. Et. Mais. Tu vois, c'est vrai que une mini-jupe en France, bah, tu te fais siffler, quoi, c'est évident. Non, mais c'est... Il n'y a pas de mini-jupe quasiment, genre même à Paris, moi j'en vois très peu. À Paris, ouais. Moi, je sais que j'ai grandi en province. Ouais. Et j'ai jamais été vraiment emmerdée. Je pense que c'est vraiment Paris qui est chiant pour ça. Enfin, chiant, c'est même un terme qui est trop petit, mais je sais que j'ai été hyper protégée jusqu'à mon arrivée ici. Et je me suis vraiment pris une baffe dans la gueule quand je suis... Désolée, on a le droit de dire des gros mots. Oui, bien sûr. Non, on se fait plaisir. Je me suis vraiment pris une baffe dans la gueule quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai commencé à avoir peur, alors que... Bah, le fait, tu vois, quand j'allais à l'école et tout, moi j'ai grandi dans une petite ville en Normandie, et on se connaît tous depuis tout petit, globalement, même si on a des gens qui arrivent, évidemment. Oui, bien sûr, mais... Et je pense que, tu vois... quand j'ai voulu m'habiller avec des mini-jupes, parce que je l'ai fait genre vraiment de manière systématique dès la seconde, bah, je pense qu'on n'a jamais remis en question ça, parce que je pense qu'il n'y avait pas l'idée de... Enfin, je pense que pour pas mal d'hommes, ils associent ça à l'idée que c'est une invitation, ce qui est pour moi genre pas du tout compréhensible, mais je pense que dans leur tête il y a cette idée-là. Et du coup, je pense que comme je les connaissais depuis longtemps, et globalement, il n'y avait pas cette association dans leur esprit. Je sais pas, je me pose la question. Pourquoi, dans ma ville, j'ai été hyper épargnée de tout ça. Et puis moi, j'ai pas mal été en Angleterre aussi, où genre, jamais je me suis fait embêter. J'avais 16 ans, j'étais avec ma meilleure copine. On avait des jupes très très courtes, des talons hauts, mais je sais même pas comment marcher avec, et on se baladait dans la rue et on n'a jamais été emmerdés une seule fois. Non, mais là-bas c'est typique par contre. Ouais. Et les femmes peuvent être... C'est trop bien. Ouais, bah franchement, il n'y a pas cette association, et je comprends pas comment ça se fait qu'en France on n'a pas ça. Je comprends pas comment... parce que je crois que tu as plein de pays, en Allemagne et tout, c'est pareil, il y a une liberté autour de la tenue, et je peux chercher, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi en France, et à Paris plus précisément, je sais pas, dans les autres villes de France. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on ferait peut-être des généralités si on disait en France, alors que ça se trouve c'est systématique de Paris. Je comprends pas pourquoi c'est aussi problématique en tant que femme de se balader dans la rue à une certaine heure, quoi. Ouais. Et finalement peut-être même toute la journée, mais c'est quand même, dès que la nuit tombe, moi j'ai peur un peu. Ouais, en fait, dès que la nuit tombe, il y a moins de visibilité, c'est juste ça, du coup ils sont plus libres. Mais là tu vois, j'ai une robe, il fait chaud, et aujourd'hui il a fait 30 degrés. Ouais, j'ai une robe, elle arrive à mes genoux. Oui. Après. Et bah tu vois, j'ai une petite épingle à nourrice, parce que je rentre à vélo. Ouais. Et t'attaches. Et je l'attache genre entre mes jambes, pour pas que, en gros... Tu l'attaches entre tes... Bah je l'accroche là. Non, vas-y. Ouais. Pour que ça fasse un short. Ah, pour pas que... d'accord. En gros, elle attache le devant avec le derrière, du coup ça fait un short. Okay. Voilà, j'ai une robe, et du coup je l'accroche au niveau de l'entrejambe pour pas qu'on risque de voir ma culotte. Parce que en vélo, moi j'ai déjà eu un couillon qui m'a fait hey, coucou, et j'ai rien dit, et je lui ai même fait un doigt d'honneur, et j'ai eu très peur qu'il me suive, qui te course après, mais vraiment. Et du coup voilà, quand même à vélo je flippe, enfin
voilà, ça m'énerve un peu et ça me saoule de devoir m'habiller autrement pour penser à ça, quoi. Grave. Moi, j'ai l'impression que depuis que je vis à Paris, je fais vachement plus la gueule. Tu sais pourquoi ? Parce que, genre, si tu souris... En fait, je souris beaucoup. C'est pas vrai. Je souris beaucoup dans la rue, surtout quand il y a des chiens. Ma meilleure amie fait pareil. Et en fait, je vis mon truc, je me balade et tout, je souris. Et en fait, je me rends compte que tu te fais genre vachement plus emmerder quand t'es de bonne humeur et que tu souris. Et que, genre, je t'assure, les personnes qui embêtent en général, quand tu fais la gueule ou que t'as un regard de détraqué, la plupart du temps, ils passent leur chemin ou ils sont moins chiants. Et du coup, je me rends compte que genre, j'ai vachement une tête plus vénère, mais genre, peut-être que je me crée des rides et tout, comme ça, genre, en étant genre foncée en mode pas contente. C'est terrible, ça veut dire qu'on est obligé de fermer non seulement notre tenue, mais notre visage aussi. Ouais, mais je pense que je le fais. Horrible. Enfin, je m'en rends compte là parce qu'on en discute. Après, j'ai pas théorisé le truc, mais c'est vrai que je me rends compte que je fais gaffe parfois à avoir une expression moins amicale, pas qu'on vienne me faire chier, quoi. Mais c'est toujours dur, je trouve, de donner des... Enfin, c'est toujours dur d'être sur ce terrain-là parce qu'en tant que femme, bah, tu fais attention à ta sécurité. Mais en même temps, tu veux pouvoir circuler librement et avoir le droit de marcher dans la rue sans se faire emmerder toutes les 2 minutes. Et bah, c'est toujours super compliqué, quoi, de pouvoir dealer avec les deux. Alors moi, l'hiver, j'ai la technique, c'est que j'ai un long manteau. Donc je m'habille comme je veux en dessous et puis je le ferme quand je suis dans la rue. Mais c'est un peu triste aussi. C'est un peu triste aussi, quoi. Ouais. Donc c'est toujours compliqué et puis la sécurité avant tout, et c'est ça qui est terrible, et c'est en fait j'ai l'impression que c'est sur ça qu'on joue, quoi. C'est si facile de contrôler la tenue des femmes en leur faisant peur, quoi, presque, tu vois. Ouais, mais c'est trop ça en vrai. Du coup, je nous avais sélectionné un petit extrait. Vas-y. Je me rends compte que du coup c'est un extrait qui a été écrit par Maya Mazoret dans Le Monde. Cet extrait est un peu long, du coup je vais le couper en fin de compte. Mais donc cet extrait, il va un peu plus décrire avec des exemples concrets ce qu'est la culture du viol actuellement dans notre société. Du coup, la culture du viol, c'est quoi ? C'est affirmer qu'elles sont passives, elles, c'est les femmes. C'est affirmer qu'elles sont passives, c'est valoriser leur inexpérience et leur naïveté. Il ne faudrait pas qu'elles soient trop chaudes, entre guillemets. La culture du viol, c'est quand 25% des Français pensent que les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, quand 20% croient qu'une femme qui dit non pense souvent oui. La culture du viol, c'est quand on affirme que la douleur est normale, dangereuse, excitante, mais que cette injonction n'est valable que pour les femmes. C'est quand les 3/4 d'entre elles ont déjà eu mal pendant l'amour et qu'1 sur 10 souffre de douleurs persistantes, et que ces femmes n'en parlent pas. Je trouve ça donc, moi, aberrant. C'est moi qui reprends la parole. Je trouve ça donc aberrant que des excuses comme celle-ci de le fait qu'elle dise non, ce soit excitant, ou alors qu'une femme qui dit non, en fait, ouais, peut-être qu'elle pense oui. Enfin, 20%, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Donc je trouve ça vraiment genre fou. Est-ce que c'est de l'indifférence, ou les gens, ils ont un manque d'éducation pour penser qu'un être humain de sexe différent, donc qu'un homme pense qu'une femme aime être malmenée? Oui, mes questions sont toutes aussi pertinentes et embarrassantes les unes que les autres. Alors, pour le coup, je dois forcément faire un parallèle avec le XVIIIe siècle. C'est parti. Bah, en fait, après l'affaire DSK, je me souviens plus de l'année 2008, pardon. Je sais ouais, plus. je pense. Non, c'est beaucoup. Ouais. C'était avant les élections. Continue de parler, je vais te dire ça dans 10 secondes. C'est pas 2006, 2007, parce qu'il y a les élections. C'était en 2007, je crois. C'est ton dernier mot. Je dis 2007. C'était avant. 14 mai 2011. 2011 ? L'affaire Dominique Strauss-Kahn. Ah mais oui, parce qu'après, du coup, l'élection, c'était 2013. C'est ça. Ouais, d'accord, ok. J'ai pensé au quinquennat de Sarkozy. Et voilà. Et maintenant, je me suis trompée. Du coup, je disais quoi ? Oui, bah en fait, pendant l'affaire DSK, il y a eu pas mal de... Ça a vachement chamboulé le milieu des 18e-istes, donc les gens qui étudient le 18e siècle, parce qu'il y avait... certains prônaient, certains disaient oui, mais il y a une sorte de séduction à la française où la femme qui refuse, enfin en gros il y a une sorte d'acceptation de si la femme refuse, bah, c'est parce qu'elle doit le faire, c'est une sorte de jeu un peu érotique.
Et du coup, j'ai l'impression que c'est... et quand on regarde dans la littérature et tout, je sais pas si beaucoup de personnes ont étudié les liaisons dangereuses. Ouais, si. Coderlo de Laclos. Voilà, C'est ça. écrit Chauderlo de Laclos. Pour ceux qui veulent. Et du coup, on l'étudie pas mal en cours, en fait. Et il y a des choses très problématiques dedans. Alors, moi, je l'ai étudié en licence et tout. Et je pense que je les avais pas perçus vraiment énormément... Enfin, je les avais pas perçus à ce point à cette époque. Et j'ai relu des extraits dernièrement. Et je pense que, tu vois, avec toute l'actualité qu'il peut y avoir, on lit un texte totalement différemment. Tu vois, c'est normal d'avoir des relectures à certaines périodes de sa vie. Et puis avec l'actualité qui est prégnante quand même. Et du coup, il y a cette idée de... c'est un jeu, tu vois. Il y a tout un univers de... Ouais, elle veut pas, elle dit non. Non, c'est un jeu. Parce qu'en fait, elle consent, finalement. Enfin, tu vois... Elle se fait désirer même. Elle se fait désirer en disant non. Et c'était assez prégnant à cette époque, quand même. Mais ça l'était même bien avant. C'est la femme qui... la femme ne peut pas dire oui directement. Parce que c'est considéré comme... Enfin, tu vois, sinon, ça voudrait dire qu'elle est pernicieuse. Qu'elle est facile. Qu'elle est facile. Et du coup, pour ça, elle doit dire non. Et en fait, elle doit se refuser pour se faire, pour se faire désirer. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu vois, c'était inextricablement lié. Et j'ai l'impression que tu vois, c'est pour ça que quand on parle de culture, c'est assez intéressant. C'est que finalement, quand on regarde dans les racines, on voit que c'est ancré quand même dans toute la littérature française qu'on étudie encore aujourd'hui. Donc finalement, on l'actualise. Bah, je pense que tu vois, cette association se fait très facilement pour des jeunes personnes, filles, garçons. Et parce que quand on parle de... Quand on dit que la femme qui ne dit mot consent, bah, c'est pas que des hommes qui le pensent, il y a pas mal de femmes également qui l'ont intégré et qui en sont également victimes, parce que quand elles se font violer, agresser, elles se disent c'est de ma faute en fait, j'ai pas refusé assez fort, alors que normalement un simple non devrait suffire, quoi. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Moi j'ajouterais même que même si ça peut sembler bête pour certains, je dirais même qu'un simple oui est nécessaire. C'est-à-dire que faut pas partir du principe que la personne est ok tant qu'on lui a pas demandé. Je sais que ça choque des personnes, souvent je le dis, et on me dit mais je vais pas demander à la personne si elle est ok, mais en vrai, genre, vaut mieux poser une question stupide que genre faire quelque chose que la personne veut pas, quoi. Exactement, genre, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça hyper... Enfin, je sais pas, il y a un gap entre poser une question qui, peut-être, si t'es timide, c'est un peu intimidant, à, je sais pas, forcer quelqu'un. Genre, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, juste pour étoffer sur les liaisons dangereuses, en fait, c'est tout le jeu de séduction qu'il y a entre les personnages qui est hyper intéressant, sachant que je dirais que bien la moitié, voire tous les personnages sont un peu perturbés. Mais enfin, ça c'est vrai que lâcher comme ça, c'est pas très explicite de ma part. Mais en gros, le jeu de séduction, il est vraiment sur la longue haleine, vu que ça dure pendant des mois, il me semble, l'histoire. Et que, au final, donc les hommes comme les femmes dedans sont très dans l'anticipation, faire des actes pour séduire la personne, quitte à faire des choses vraiment mauvaises. Et en fait, le problème, c'est que c'est romantisé. Toutes ces actions un peu moches, un peu pernicieuses, elles sont hyper romantisées. Du coup, on a l'impression que c'est cool. Bah, c'est genre, je veux faire un parallèle avec les problèmes mentaux, la dépression, des choses comme ça. Si vous prenez une série comme 13 Reasons Why, genre la personne, l'héroïne principale qui s'appelle Anna, elle souffre de problèmes psychologiques, ça se voit. Et il y a d'autres personnages comme Effie dans Skins, ils ont des problèmes psychologiques et genre toute l'histoire est hyper romantisée. Et du coup, toutes les actions mauvaises ou dangereuses, t'as l'impression elles sont cool. Pas franchement, elles sont dangereuses. Quand vous le regardez, vous avez l'impression que c'est cool, alors qu'en fait, c'est détraqué, quoi, ce qui se passe. Enfin... Bah, surtout qu'il y a pas mal de viols qui sont racontés. Oui. Et en fait, parce que sous couvert de fiction, l'auteur peut se permettre des choses en fait très problématiques, en disant mais non, c'est une fiction, c'est mes personnages qui font ça. Ou après je connais pas du tout le point de vue de Chauderlo de Laclos. Mais ma prof m'a bien dit c'est Coderlo et pas Chauderlo. Chauderlo de Laclos. Elle avait l'air très en colère quand j'ai dit Chauderlo. Et bah tant pis. Bah tant pis pour elle. Tant pis pour madame, je ne sais pas qui. Je sais pas, je me rappelle plus de son nom. Mais c'est toujours l'idée de
le point de vue qu'on prend pour raconter ces choses-là, pour éviter justement l'érotisation de scènes très problématiques et très violentes pour un public féminin et pour qui aussi peut-être dans l'esprit des garçons font une association qui n'est pas du tout celle que les femmes vivent dans leur corps. Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes justement dans la représentation du viol dans Game of Thrones. Où les réalisateurs se sont pas rendus compte qu'ils mettaient en scène des viols. Je pense notamment à celui de Daenerys. Ouais, c'est dans la saison 1, où apparemment, je crois qu'ils l'ont pas réalisé ainsi, en fait. Et c'est qu'après coup ils se sont rendus compte qu'ils ont mis en scène ça. Enfin, alors, où est-ce que j'ai vu ça ? Je crois que je l'ai vu dans le podcast, je l'ai écouté dans le podcast de... Je crois que c'est Slate qui fait sur la TV. Qui parlait de ça. Okay. Ils ont fait un épisode, on mettra en oui, description. très bien, je mettrai sur Instagram. Ils ont parlé justement d'un épisode plus précis sur Game of Thrones. D'accord. Et ils ont parlé de toutes ces représentations assez problématiques. Et par exemple, il y a aussi celui de Sansa qui a vachement choqué. Ouais. Quand j'ai re-regardé Game of Thrones, j'ai sauté cette partie. Je refusais de le revoir à nouveau. Et en fait, ils ont expliqué que... et ce qui était très intéressant à ce sujet. Donc je vous renvoie quand même à écouter ce podcast qui est très bien sur cet épisode. C'est écrit S-L-A-T-E. Ouais, mais je ne sais plus si c'est... c'est Slate, c'est le média. Oui. Mais du coup, c'est PIC TV. Voilà, PIC TV. P-E-A-K TV. Qui parle de séries et tout. Ces deux chroniqueuses. C'est trop intéressant. Genre PIC comme Twin Peaks ? Je crois que c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, elles ont parlé de Game of Thrones de manière globale. Hein. Ouais. Et elles se sont attardées sur ces passages-là. Et elles ont expliqué aussi que dans la représentation, c'est se placer dans le regard, donc le viol de Sansa par Ramsay Bolton, je crois. Ouais. Bah, en fait, quand elle s'est fait agresser et quand elle s'est fait violer, ça a pas été, la caméra n'a pas filmé le visage de Sansa qui vivait un viol, mais a filmé ça du regard de Rick. Du coup, comment il s'appelait C'est ça. Non. Rick, c'est le nom qu'on Rick, lui a c'est donné. l'autre. Ouais. Mais Rick, comment Ramsay Snow ? Non, mais en fait... Ah, ok, oui, Theon... voilà, Joy, c'est ça, exactement, Theon. Ouais. Donc, en gros, l'agression s'est faite dans le regard horrifié de Theon, et non pas de Sansa. Et c'était très problématique parce que on vit pas, du coup, les sensations de Sansa. Et c'est toujours perçu par un homme. Et du coup, forcément, c'est pas du tout ce qu'a vécu Sansa. Et après, je crois que ce qui a été assez problématique à l'époque, c'est que l'épisode d'après, elle en était presque remise, alors que voilà, c'est quand même une agression. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire un travail plus intéressant plus poussé ? Ouais. Et l'autre problème, c'est à quoi ça sert dans le scénario d'une série ou d'un film d'avoir un personnage féminin qui se fait violer. Est-ce que ça a vraiment un intérêt scénaristique ? Est-ce que c'est pas fait pour... à quoi ça sert, en fait ? Et s'interroger aussi sur est-ce que ça a un réel intérêt dans l'histoire d'avoir un personnage qui se fait violer ? Est-ce que c'est pas ajouter de la violence de manière systématique ? Est-ce que c'est nécessaire de le montrer, de le filmer ? Est-ce qu'il peut pas être fait autrement ? Est-ce que ça peut pas être juste raconté ou être suggéré ? Et je t'enverrai peut-être les liens des articles que j'ai lus et tout, mais il y en avait un qui parlait du coup du male gaze et du female gaze. Et il y a une réalisatrice, donc le male gaze, c'est l'idée de filmer, donc dans le cinéma, globalement, quand la caméra filme et le spectateur, quand il observe, il est exclusivement dans le regard du réalisateur qui est un homme et souvent dans le personnage masculin. Donc globalement, on voit les corps des femmes à travers le regard de l'homme. Donc ça, c'est prégnant quand par exemple tu as une caméra qui filme la poitrine d'une femme, c'est assez fréquent dans les séries, dans les films. Et du coup, le female gaze, c'est ce qui s'oppose, c'est comment on peut filmer pour remettre sur un pied d'égalité la femme et l'homme dans les films, dans les séries. Et du coup, il y a pas mal de réalisatrices qui disaient qu'elles refusaient de filmer un viol, en fait. Parce que, à quoi ça servait, en fait, de le filmer ? Et c'est vrai que si on se pose la question, à quoi ça sert ?